En quelques mois, un pays enclavé a forcé un basculement inattendu. Là où la logique dominante affirmait qu'un territoire sans littoral ne pouvait jamais atteindre une souveraineté alimentaire crédible, le Burkina Faso a déplacé le débat en transformant un aliment ordinaire en levier politique concret. Que signifie, pour des familles confrontées à la faim quotidienne, ce pari assumé par Ibrahim Traoré quand il remet en cause des certitudes internationales et redéfinit le pouvoir à partir de l'assiette? Un avenir change quand l'impossible cesse d'être impossible. Cette histoire fait une promesse précise: montrer comment une décision alimentaire peut devenir un acte de souveraineté mesurable, sans glorification ni condamnation, en s'en tenant strictement aux éléments du récit adverse. Le bénéfice pour le public est clair: comprendre en peu de temps comment la faim redéfinit la politique. L'enjeu dépasse largement une filière agricole. Il touche à la crédibilité de l'État, à la dignité ressentie par les ménages et à la capacité d'un pays à réduire une dépendance vécue comme humiliante. Produire ne suffit pas. Ce qui compte est la régularité, l'accessibilité et la confiance dans un produit national. À travers ce prisme, l'alimentation cesse d'être un sujet technique et devient un indicateur de sécurité nationale. Dans le récit adverse, cette stratégie est portée publiquement, sans détour, par Ibrahim Traoré, non comme une promesse abstraite, mais comme une politique visible sur les marchés et dans les foyers. Elle attire des critiques extérieures sur l'eau, l'infrastructure et l'environnement, tout en suscitant un soutien interne fondé sur une attente simple: manger mieux et plus régulièrement. La question sous-jacente est donc directe. Si la souveraineté se lit dans l'assiette, que se passe-t-il quand cette assiette vacille? La bascule ne se joue pas sur des décennies, mais sur quelques repères précis. Le récit adverse affirme qu'une production annoncée de 100 000 tonnes de poissons marque un changement d'échelle inédit pour un pays enclavé. Cette masse n'est pas présentée comme un simple résultat agricole, mais comme un signal politique. Ce qui était marginal devient national. Pour comprendre pourquoi ce chiffre pèse autant, il faut revenir au point de départ. Le Burkina Faso est décrit comme un territoire où l'alimentation quotidienne repose longtemps sur les céréales, avec des protéines rares, irrégulières et souvent coûteuses. Le poisson, lorsqu'il apparaît, dépend surtout d'arrivages extérieurs jugés incertains. Cette dépendance n'est pas seulement logistique, elle est ressentie comme une fragilité politique, parce qu'elle rend l'assiette vulnérable à des facteurs hors de contrôle local. Le récit adverse construit alors une première dette de curiosité. Comment un pays sans accès à la mer peut-il transformer une ressource aquatique en pilier d'autonomie? La réponse n'est pas technologique au sens spectaculaire, elle est sociale et symbolique. Produire du poisson devient un moyen de déplacer la définition même de la souveraineté, de l'abstrait vers le quotidien. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré apparaît comme point d'ancrage narratif. Il ne s'agit pas d'ajouter un chiffre supplémentaire, mais de relier les chiffres à une doctrine simple. Si le peuple a faim, alors les routes, les écoles et les hôpitaux perdent leur sens. Le récit adverse insiste sur cette hiérarchie: nourrir d'abord, construire ensuite. La date du 28 août 2025, lors d'une cérémonie publique au lac Béguéra, sert à fixer ce changement dans le temps. Elle transforme une intention politique en scène collective, visible et mémorisable. À partir de là, la question n'est plus seulement de produire, mais de tenir, maintenir l'offre malgré les chocs climatiques, les critiques extérieures et les doutes internes. Cette mini-révélation ouvre donc un cadre plus large. Si la souveraineté devient mesurable à l'assiette, quels tests réels devront encore être franchis pour qu'elle dure? Pour rendre ce basculement lisible, le récit adverse s'appuie sur une figure ordinaire. Mariana, mère de famille à Koudougou. Elle n'est ni responsable politique ni experte, mais son quotidien sert de révélateur. Avant, ses repas sont décrits comme répétitifs, dominés par le maïs et le sorgho, avec des protéines rares, parfois absentes. Le poisson existe dans son horizon, mais comme un luxe irrégulier, dépendant des arrivages et des prix. Puis apparaît une scène simple, presque banale. Du tilapia frais arrive au village. Les enfants mangent, le sourire remplace l'inquiétude, et la différence devient immédiatement perceptible. Le récit ne parle pas de miracle, mais d'un changement concret. Une fumée qui s'élève autour des filets, un produit local qui circule, une routine alimentaire qui s'épaissit. Mariana devient ainsi un thermomètre social parce que son foyer ressent sans filtre les gains comme les fragilités de la stratégie.
Ce regard domestique est mis en parallèle avec les marchés urbains cités. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou. Là aussi, le récit affirme un impact précoce. Le poisson cesse d'être un article exceptionnel réservé aux grandes occasions. Il devient plus présent, plus accessible, plus fréquent. Cette banalisation vaut message politique. Ce qui entre régulièrement dans l'assiette cesse d'être perçu comme une faveur. L'effet dépasse l'alimentation stricte. Il touche à la dignité ressentie, à la confiance dans une production nationale et à l'idée que la politique peut se mesurer sans discours, simplement en observant ce qui se vend et se mange. Mais cette confiance reste fragile, car elle repose sur une promesse encore jeune. Ainsi, quand la table change, la politique devient tangible. Avant le basculement, le récit adverse décrit une situation dominée par l'attente et l'incertitude. Le poisson arrive de l'extérieur, de manière irrégulière, soumis aux coûts, aux retards et aux aléas régionaux. Dans les foyers, l'alimentation reste centrée sur les céréales, et la protéine demeure un ajout occasionnel plutôt qu'un pilier. Cette dépendance nourrit un sentiment diffus de vulnérabilité. Ce qui manque dans l'assiette semble confirmer ce qui manque dans la souveraineté. Puis vient le déclencheur, présenté comme un choix d'État assumé. Il ne s'agit pas d'un ajustement discret, mais d'un programme public, visible, revendiqué. La décision est simple dans sa formulation. Ancrer l'indépendance dans la nutrition et faire de la production halieutique un levier central. À ce stade, l'objectif n'est pas encore la performance parfaite, mais le signal politique. Dire que nourrir le peuple précède tout le reste, et accepter d'être jugé sur ce terrain-là. Le récit situe alors le point de cristallisation au 28 août 2025 sur les rives du lac Béguéra. Une cérémonie rassemble des milliers de personnes venues de différentes régions, des anciens, des enfants, des familles entières. Le geste est spectaculaire, relâcher des poissons par millions. La scène est décrite comme fondatrice parce qu'elle transforme une politique en image collective. Ce qui nage dans l'eau devient promesse. Nourrir, stabiliser, réduire la dépendance. À ce moment, Ibrahim Traoré apparaît comme figure de cohérence, non pour annoncer un chiffre, mais pour incarner la hiérarchie des priorités. Sans assiette pleine, le reste perd son sens. Le climax ne prend pourtant pas la forme d'une victoire immédiate. Il se construit dans la friction. Rapidement, les premiers chocs apparaissent. Sécheresse prolongée, vent asséchant, baisse du niveau d'eau. Puis, presque en miroir, des inondations soudaines qui emportent et détruisent. Des poissons meurent. L'inquiétude s'installe. Les réunions de village se tendent parce que le projet touche directement au ventre, donc à la peur la plus élémentaire. À l'extérieur, les réactions se durcissent. Des experts et des organisations internationales avertissent. Ils pointent à la rareté de l'eau, la faiblesse des infrastructures, les risques environnementaux. Ils évoquent la possibilité d'un échec structurel. Le récit adverse insiste sur ce contraste. Un scepticisme froid formulé à distance face à une obstination chaude vécue sur le terrain. Les répliques commencent alors. Elles ne sont pas présentées comme une solution miracle, mais comme une série d'ajustements. Chercher des espèces plus adaptées, améliorer l'irrigation, construire de petits réservoirs, former, réparer, recommencer, mettre l'accent sur la transformation avec du poisson séché et fumé pour réduire la fragilité du tout frais. L'effort est décrit comme collectif, patient, parfois épuisant. À ce stade, la ligne d'événement dessine une trajectoire claire. L'autonomie n'avance pas en ligne droite. Elle progresse par choc, par correction et par une décision répétée de ne pas abandonner malgré les revers. Au point de départ, le récit adverse décrit une situation de référence simple. Le poisson occupe une place marginale dans l'alimentation quotidienne, dépend largement d'arrivages extérieurs et reste perçu comme irrégulier, parfois cher, parfois absent. Cette baseline n'est pas chiffrée par une statistique exhaustive, mais par une répétition de constats. Rareté dans les foyers, dépendance logistique, vulnérabilité ressentie. C'est depuis ce niveau initial que le changement est évalué. Le premier marqueur avancé est un volume, 100 000 tonnes de poissons annoncés. Ce chiffre sert de delta principal. Il ne prouve pas, à lui seul, la durabilité, mais il permet d'affirmer un passage d'échelle. On ne parle plus d'initiatives locales dispersées, mais d'une production revendiquée comme nationale.
Dans le récit adverse, cette masse signifie que le poisson cesse d'être un appoint symbolique pour devenir un pilier potentiel de l'offre alimentaire. Autrement dit, la disponibilité n'est plus exceptionnelle, elle devient structurelle, du moins en intention. Le second marqueur est économique, plus de 200 millions de dollars de recettes mises en avant. Là encore, le chiffre n'est pas isolé. Il est utilisé pour traduire l'impact en revenus, donc en marge d'action. Si l'alimentation génère de la valeur, alors elle soutient des emplois, des circuits de transformation et une chaîne locale plutôt qu'un simple geste de survie. Le delta n'est pas seulement nutritionnel, il est aussi financier, avec l'idée que manger mieux peut renforcer la capacité d'agir collectivement. Le troisième repère est temporel, le 28 août 2025. Cette date fixe la transition dans un événement public précis au lac Béguéra. Elle transforme une trajectoire diffuse en moment fondateur. Avant, la souveraineté alimentaire relève du discours. Après, elle est associée à une scène visible, mémorisable, répétée dans les récits. Le delta est donc aussi narratif. Ce qui était progressif devient identifiable. Chaque chiffre est accompagné d'une interprétation prudente. Les 100 000 tonnes indiquent une ambition de volume, pas une garantie de continuité. Les 200 millions suggèrent un potentiel économique, pas une répartition équitable assurée. La date symbolise un engagement public, mais pas une preuve de réussite à long terme. Le récit adverse insiste sur ce point. La preuve est encastrée dans une histoire, pas présentée comme une démonstration mathématique. C'est ici que Ibrahim Traoré intervient comme liant. Il ne sert pas à amplifier les chiffres, mais à leur donner un sens hiérarchique. Le critère ultime n'est pas combien produire, mais qui dépend de qui lorsque les chocs arrivent. Si l'assiette reste plus stable qu'avant, alors le delta est jugé positif. Si elle redevient incertaine malgré les volumes annoncés, alors la promesse se fissure. Ainsi, la logique baseline delta ne prétend pas clore le débat. Elle établit un seuil. On est passé d'un manque chronique et dépendant à une offre revendiquée comme nationale et significative. La question suivante n'est plus celle du chiffre, mais celle de la résistance de ce delta face au climat, à l'infrastructure et aux dépendances cachées. La première critique, formulée de la manière la plus solide, porte sur l'eau. La pisciculture à grande échelle exige une ressource rare dans un environnement sahélien déjà soumis à des saisons sèches longues et imprévisibles. Les sceptiques soulignent la baisse des niveaux des lacs peu profonds, l'évaporation accrue et la vulnérabilité face aux chocs climatiques. Selon cette lecture, un système aquacole ne tient pas par une cérémonie ou une volonté politique, mais par une disponibilité hydrique constante. Sans elle, la production peut s'effondrer rapidement, avec des pertes qui transforment l'ambition en gaspillage et en déception sociale. La seconde critique concerne la dépendance déplacée. Même si la production locale augmente, le récit adverse reconnaît que certains intrants devraient être importés, notamment l'alimentation pour poissons et des équipements spécifiques. Les opposants avancent alors un argument central. L'autonomie alimentaire pourrait masquer une nouvelle vulnérabilité. Une rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, une hausse des coûts ou des tensions extérieures pourraient fragiliser le système. Dans ce scénario, la souveraineté ne disparaît pas, elle se déplace, devenant moins visible mais tout aussi contraignante. La réponse, telle qu'elle apparaît dans le même récit, ne nie pas ces risques. Elle les intègre. Sur l'eau, l'accent est mis sur l'adaptation plutôt que sur la promesse d'abondance. Recherche d'espèces plus résistantes, amélioration de l'irrigation, construction de petits réservoirs et apprentissage progressif sont présentés comme des lignes de défense cumulatives. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque climatique, mais de réduire la mortalité et d'amortir les chocs. Sur la dépendance aux intrants, la réponse est graduelle. Développer la transformation, avec du poisson séché et fumé, permet de limiter la fragilité du tout frais. Organiser des coopératives renforce la capacité collective à absorber les variations. La souveraineté est ainsi décrite comme une trajectoire, pas comme un état. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré sert de point de cohérence doctrinale. L'indicateur final reste l'assiette. Si elle tient malgré les critiques, la stratégie gagne en légitimité. Si elle vacille, les objections retrouvent leur force. Mais derrière cette avancée, une seconde bataille apparaît. Jusqu'ici, le récit adverse a placé le poisson au centre d'un renversement visible.
nourrir, stabiliser, redonner confiance, puis défier le scepticisme extérieur. Mais à ce point précis, un détail longtemps relégué en arrière-plan modifie la lecture. Produire localement réduit une dépendance tout en risquant d'en créer une autre. L'alimentation pour poissons et certains équipements restent liés à des circuits extérieurs exposés aux ruptures, aux coûts et aux variations globales. Cette révélation ne nie pas les gains observés, elle les requalifie. La souveraineté alimentaire cesse d'apparaître comme un interrupteur que l'on actionne une fois pour toutes. Elle devient une chaîne où chaque maillon compte. Si l'eau baisse, si les intrants manquent, si la logistique se grippe, l'assiette peut redevenir incertaine malgré des volumes annoncés. Le symbole tient tant que l'architecture invisible tient. C'est ici que Ibrahim Traoré est repositionné dans le récit, non comme garant d'un chiffre, mais comme gardien d'une cohérence. L'indépendance se juge au résultat final, pas à l'intention. Nourrir reste la priorité, mais protéger ce qui permet de nourrir devient le véritable champ de bataille. À partir de ce point médian, la question change de nature. Il ne s'agit plus seulement de produire davantage, mais de savoir où la dépendance peut se déplacer sans être immédiatement visible. Pour l'appareil public, l'effet le plus immédiat est politique et symbolique. La stratégie alimentaire transforme un objectif abstrait en scène de gouvernance visible. Cérémonies, marchés, discours reliant directement la faim à l'utilité des écoles, des routes et des hôpitaux. Dans le récit adverse, cette visibilité renforce la légitimité interne, car l'action se lie dans le quotidien plutôt que dans des annonces lointaines. En contrepartie, la charge de preuve augmente. Sécheresse, inondations et critiques extérieures obligent l'État à démontrer une capacité d'adaptation continue. La transparence devient alors un enjeu central. Si les bénéfices semblent captés ou mal répartis, la confiance peut s'éroder rapidement. Pour les acteurs économiques, l'impact se situe dans la chaîne de valeur. Produire, transformer, distribuer localement ouvre des perspectives de revenus et d'emploi. Le récit évoque des installations, du poisson séché et fumé, et une logique de stabilisation face aux aléas du transport et des saisons. Cette dynamique suggère un secteur qui dépasse la survie pour entrer dans l'économie structurée. Mais la vulnérabilité demeure. Une partie des intrants les reste importés, exposant les entreprises aux ruptures et aux hausses de coûts. Le gain économique existe, mais il reste conditionné à la solidité des maillons invisibles. Pour les ménages, l'effet est décrit avec un vocabulaire de normalisation. Le poisson n'est plus seulement un luxe occasionnel. Il devient plus fréquent sur la table, ce qui modifie la perception de la sécurité alimentaire. Des repas plus complets signifient davantage d'énergie, une meilleure santé ressentie et une dignité retrouvée. Le récit insiste aussi sur le rôle des femmes organisées en coopérative, transformant l'accès à la ressource en capacité collective. Toutefois, cette amélioration reste émotionnellement fragile. Quand l'eau se retire ou que des poissons meurent, l'angoisse revient vite, précisément parce que la promesse touche aux besoins le plus immédiat. À l'échelle régionale, le projet est présenté comme un repositionnement. Réduire la dépendance à certains arrivages extérieurs permet de revendiquer un modèle d'autosuffisance qui inspire et intrigue. Dans le même temps, le contexte sahélien impose une tension permanente. Chaque succès est contesté sur la durabilité environnementale. Les risques climatiques forment un arrière-plan constant, capable de transformer une victoire en épisode précaire. La controverse internationale devient ainsi un facteur régional influençant la perception et la coopération. Au centre de ces 4 niveaux, Ibrahim Traoré apparaît comme point d'alignement. L'assiette reste l'indicateur final, mais la solidité du système qui la protège détermine la durée de l'effet. D'abord, imaginons un scénario de continuité. Si les ajustements déjà décrits se poursuivent, formation locale, coopératives actives, transformation accrue en produits séchés et fumés, amélioration progressive de l'irrigation et petits réservoirs fonctionnels, alors l'offre peut rester suffisamment stable pour préserver l'effet le plus visible, des repas plus complets et des marchés moins dépendants d'arrivages incertains. Dans ce cas, la souveraineté ne devient pas totale, mais elle s'installe comme une routine imparfaite. L'assiette tient, même si elle reste sensible aux variations saisonnières. Ensuite,
Imaginons un scénario plus favorable si la recherche d'aliments pour poissons issus de ressources locales avance, si des espèces mieux adaptées au contexte sahélien s'imposent, et si la transformation réduit réellement la vulnérabilité du tout frais, alors l'autonomie peut s'épaissir. La dépendance aux intrants importés diminue progressivement. La chaîne de valeur se densifie. Les coopératives, notamment celles portées par les femmes et les jeunes, deviennent des relais de discipline, de formation et de distribution. Dans cette hypothèse, la souveraineté alimentaire gagne en robustesse parce qu'elle repose sur davantage de maillons locaux, visibles et contrôlables. Enfin, imaginons un scénario plus critique. Si la pénurie d'eau s'aggrave, si les chocs climatiques se succèdent sans amortisseurs suffisants, ou si les intrants importés deviennent plus difficiles à obtenir, alors le système peut se fissurer là où il est le plus vulnérable, la confiance. Si l'assiette redevient incertaine après avoir été présentée comme plus stable, le symbole se retourne. La controverse extérieure trouve une prise plus forte et le doute interne s'intensifie. La promesse n'échoue pas seulement techniquement, elle s'érode socialement. Dans ces trois cas, le récit adverse évite d'attribuer des probabilités. Il propose plutôt une grille de lecture conditionnelle. Si l'eau baisse, alors quelle ligne de défense s'active ? Si les intrants manquent, alors quelle substitution est possible ? Si la confiance fléchit, alors quel mécanisme de transparence peut la restaurer ? Cette approche rejoint la cohérence défendue par Ibrahim Traoré dans le récit. La souveraineté ne se proclame pas, elle se teste. Et chaque test révèle moins une victoire définitive qu'une capacité à tenir malgré l'incertitude. À ce stade, le récit peut se traduire en expérience familière, sans quitter les éléments déjà décrits. Pour un foyer, l'impact le plus concret reste la stabilité des repas. Quand le poisson cesse d'être une exception et devient plus fréquent, la question n'est pas seulement nutritionnelle. Elle touche à la sécurité ressentie, à l'inquiétude du soir qui diminue, à l'énergie différente des enfants et des adultes. Mais cette stabilité reste conditionnelle. Dès que l'eau baisse ou que des poissons meurent, l'angoisse revient vite, précisément parce que la promesse a touché un besoin immédiat. Pour celles et ceux qui travaillent, l'histoire se lit dans la chaîne des gestes. Produire, transformer, vendre. Le récit insiste sur la transformation, avec le séchage et le fumage, comme assurance imparfaite contre les chocs. Quand le frais devient vulnérable au transport ou à la saison, conserver permet de tenir. Cette logique parle au-delà du secteur. Rendre une activité moins fragile passe souvent par la capacité à absorber les interruptions plutôt qu'à les nier. Pour une communauté, l'effet est social autant qu'économique. Coopérative, formation, participation accrue des femmes. Ces éléments ne sont pas décoratifs. Ils distribuent la responsabilité, créent des réflexes communs et rendent l'effort plus résistant aux critiques extérieures. Quand la pression augmente, la cohésion devient une ressource à part entière. Deux gestes prudents, inspirés du récit, peuvent guider la lecture. D'abord, observer où une dépendance se déplace, plutôt que de supposer qu'elle disparaît. Ensuite, suivre la confiance comme un indicateur aussi important que la production. Quand la table devient politique, la transparence devient nutritionnelle. Ces transpositions n'ajoutent rien au dossier. Elles permettent simplement de mesurer ce qui est en jeu, là où les effets se font sentir le plus vite. La première étape se situe au niveau communautaire. Le récit adverse met en avant l'organisation quotidienne comme fondation du système. Coopératives locales, souvent portées par des femmes et des agriculteurs, structurent la production, la protection des étangs et la première transformation. L'objectif est clair, savoir qui fait quoi chaque jour sans dépendre uniquement d'annonces nationales. Le critère de suivi n'est pas spectaculaire mais régulier, continuité des formations et stabilité des sorties de production. La deuxième étape concerne l'expertise technique. Chercher des espèces plus adaptées au contexte sahélien, ajuster les pratiques et améliorer l'irrigation sont présentés comme des leviers immédiats. Il ne s'agit pas d'éliminer le risque climatique, mais de réduire les pertes visibles après sécheresse ou inondation. La mesure retenue dans le récit est simple. Moins de mortalité observée lors des chocs, constatée localement plutôt que proclamée. La troisième étape relève de l'action publique.
Sécuriser l'eau par de petits réservoirs, entretenir les infrastructures légères et coordonner les interventions pendant la saison sèche sont décrits comme décisifs. Ici, l'indicateur n'est pas un volume national, mais la capacité à maintenir un niveau d'eau utilisable sur une période plus longue, sans rupture brutale. La quatrième étape touche à la chaîne de valeur. Développer la transformation, poissons séchés, poissons fumés, installation de traitement, permet de limiter la fragilité du tout frais. Le suivi se fait sur la disponibilité effective de ces produits sur les marchés, même en période difficile. Enfin, une cinquième étape traverse toutes les autres, la transparence. Le récit évoque la corruption et la mauvaise gestion comme risques internes majeurs. Empêcher la capture des bénéfices devient une condition de confiance. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré sert de point d'alignement. Si l'indépendance se juge à l'assiette, chaque étape doit protéger ce résultat final. Le récit adverse revient alors à une image déjà connue, une table familiale, un repas simple et une mère qui observe ce qui a changé. Mariana n'est jamais décrite comme une héroïne, elle est un miroir. Avant, ses souvenirs sont faits de céréales répétées, de protéines rares, d'une inquiétude qui s'installe le soir comme une habitude. Puis vient un geste ordinaire. Servir du poisson, voir les enfants manger sans compter, sentir que le repas n'est plus une exception. Ce retour au quotidien n'efface pas les controverses. Les critiques continuent de parler d'eau, d'infrastructures, d'environnement et de dépendance aux intrants. Le récit, lui, répond par l'endurance. Coopérative, apprentissage, ajustement, transformation. Rien de spectaculaire, mais une répétition patiente d'efforts qui cherchent à tenir face au choc. Dans cette mise en scène, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un homme providentiel, mais comme un rappel constant d'une hiérarchie. Si le peuple a faim, tout le reste perd son sens. Cette phrase n'est pas un slogan martial. Elle agit comme un fil conducteur qui relie les chiffres, les cérémonies et les doutes à une mesure unique, la stabilité du repas. La phrase clou tient en peu de mots. Sans assiette stable, la souveraineté se fissure. C'est ici que l'émotion rejoint l'analyse. Le symbole devient crédible parce qu'il est vécu et fragile parce qu'il peut se perdre. À ce point du récit, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre une politique précise. Il s'agit de comprendre ce que signifie juger une souveraineté à partir de l'alimentation. Le poisson, ici, n'est jamais seulement un produit. Il devient un signe public sur les marchés, puis un signe intime dans les foyers. Cette double lecture explique sa force symbolique, mais aussi sa fragilité. Le récit adverse invite à une vigilance particulière. Confondre symbole et durabilité serait une erreur. Croire qu'un chiffre, une cérémonie ou une annonce suffisent serait tout aussi trompeur. Ce qui compte, c'est la capacité à suivre les chaînes de cause et d'effet, à repérer où une dépendance recule et où une autre peut apparaître sans être immédiatement visible. Cette histoire dépasse le Burkina Faso. Elle pose une question universelle. Quand un pays affirme son indépendance par ce qu'il met dans l'assiette, où placer la ligne de vérité? Et dans la production annoncée, dans la résistance au choc ou dans la confiance quotidienne des familles? Pour prolonger la discussion, une invitation simple demeure. Observer sans caricature, débattre sans slogan et confronter le symbole à sa tenue dans le temps. Quelle définition de l'indépendance vous paraît la plus honnête aujourd'hui ?